Dans l'e-com, il y a plein de mecs qui savent pas compter et qui savent pas s'organiser. Tu te retrouves complètement submergé et là, ils vont t'appeler. En fait, c'est trop tard parce qu'ils ont tué leur business. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut déléguer, alors que c'est flou tout ce que tu fais dans une journée que tu pourrais ne pas faire. Tu as rentré du boulot, tu n'arrives plus à assumer le boulot, tu n'as plus d'argent et tu fais du boulot de merde et t'exploses. Le temps, on le trouvera toujours tous parce qu'on est des bourreaux de travail. C'est la charge mentale que cette addition de tâches va nous prendre. Il y a pas mal d'e-commerçants qui ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de devenir un peu des chefs d'entreprise. En fait, ça reste des mecs qui gèrent d'autres gens. Avant d'appeler à l'aide et qu'il y ait la maison qui soit brûlée, c'est juste dire ok, là il y a une petite étincelle, je vais m'entourer à ce moment-là, tu vois. Plein de mecs qui auraient pu faire des marques exceptionnelles, en fait ils ont explosé, ils se sont dit ok, j'ai pris mon billet et je vais passer à autre chose juste parce qu'ils n'ont pas pris un moment donné du recul pour dire ok, on va poser les bases, je vais me faire accompagner et on va structurer cette croissance, quoi. Le but de l'appel ensemble, c'est d'échanger un peu sur ton rôle de fondateur, de CEO, de discuter de tout ce qu'on a mis en place aussi, que ce soit au niveau de la délégation, des process, des systèmes. Tu as plein d'expériences hyper variées, que ce soit en e-com ou ailleurs. Donc, je pense qu'on va échanger pas mal sur tout ça. Et ce qui est chouette, je trouve, c'est de parler d'autre chose que d'e-com pur, de technique pure, de marketing pur, et d'aller sur ce que ça représente au-delà de ça, que de gérer tous ces e-com-là. Donc, on est parti. Moi, c'est Stelio, Givenchy sur les réseaux, certains me connaissent comme ça. Effectivement, à la base, j'étais essentiellement sur de l'e-com, donc des marques. Et là, je suis en train de travailler sur d'autres choses. Il y a des choses que je ne peux pas parler directement, dont tu sais, autour du SaaS. Après, j'ai développé une communauté school avec des accompagnements qu'on fait avec Alex Elfi. Et effectivement, quand j'ai pris attache avec toi, c'est parce que j'avais des problématiques globales, un peu des problématiques de groupe, d'organisation, aussi de management par rapport à ces différents pôles que sont l'e-com, la partie software sur laquelle j'investis et je travaille actuellement, et également sur la partie communauté et accompagnement. Parfait. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que quand on a commencé à bosser ensemble, en fait, tu avais un projet avec plein de secteurs et de choses différentes, et il fallait tout centraliser pour que tu puisses aussi avoir un peu moins la tête dedans, quoi. Exactement, parce que c'est vrai que c'est toujours le sujet de la délégation. C'est dur à déléguer quand tu es quelqu'un de perfectionniste ou de jusqu'en boutiste parce que tu dis, tu vas toujours faire jusqu'à trouver une solution. Et parfois, quand tu délègues, c'est compliqué parce qu'il y a déjà comment tu as communiqué, comment tu as transmis le message. Est-ce que les gens vont avoir la même mentalité que toi? Donc, c'est problématiques qui sont, je pense, communes à pas mal de honneurs. Et surtout sur des profils comme moi, qui touchent un peu à tout et qui ont des visions un peu plus globales, où il y a un risque qu'on s'éparpille, même si moi, j'arrive à faire des resets assez régulièrement pour choisir les bons projets et couper les mauvais, mais on rentre quand même dans un système parfois où on peut être pris sous l'eau et on a besoin de cadre et d'être accompagné. Et c'est pour ça que je t'ai contacté, où je t'ai dit, voilà, moi aujourd'hui, j'ai plusieurs marques, j'étais en train d'exit la marque principale quand on a commencé et on était en négociation un peu dans le dur, donc on ne savait pas trop comment ça allait se développer. Il y avait d'autres marques qui avaient été lancées. Il y avait ces projets aussi en parallèle, dont un qui aujourd'hui va prendre une part plus importante. Et en fait, j'avais des questionnements assez globaux sur les choix que je devais faire. Et après, j'avais besoin de toi justement pour me dire, OK, aujourd'hui, moi, le constat, c'est ça. Je sais ce que je veux, mais entre les deux, comment solutionner, quel système, est-ce qu'il faut embaucher ou pas, je ne savais pas. Et c'est là où j'ai eu besoin de toi. Et c'est sur ça qu'on a travaillé en premier, quoi. Ouais, carrément. On va en parler après de ce qu'on a mis en place. Et je me posais une question. Dans l'e-com, toi, tu as toujours eu des équipes ou des fois, tu as été seule? C'est quoi ta relation avec la délégation? Au début, j'ai été seul. La première marque pendant 1 an, je crois qu'on avait fait à peu près 5 millions de chiffre d'affaires. J'étais seul. Ma femme m'aidait, au-delà que ce soit ma femme, elle m'aidait aussi sur le SAV, mais j'ai quasiment tout fait seul. C'est-à-dire que j'ai bossé avec une personne pour les mails, avec quelqu'un pour Google, et j'avais pris des personnes pour m'aider sur les créas, mais c'est moi qui portais tout. Sur la partie créative stratégiste, média buying, etc. Pendant toute l'année 2024, j'étais seul. Et après, j'ai commencé à déléguer. Alors, ça, il y a peut-être un côté déformation professionnelle, dans le sens où, avant, quand j'étais dans l'architecture, dans le bâtiment, moi, j'ai besoin, pour bien manager les gens, et surtout pour éviter qu'ils me sortent des disquettes parfois, de savoir-faire. Alors, pas forcément parfaitement, mais du moins de comprendre tous les processus et de savoir faire un peu la base. Et donc, à chaque fois, dans tous les métiers et les business que j'ai fait, j'ai eu besoin un peu de toucher. Tu vois, pour te donner un exemple concret, à un moment donné, j'ai pris des parts dans un bar. Moi, je n'avais pas travaillé en bar. Alors,
on va dire, c'est simple, tu sers et tout. Ouais, mais quand il y a le rush, c'est pas si simple que ça, avec un bar dansant, un bar de nuit, avec beaucoup de musique, prendre les commandes, le faire, tu es dans le rush, c'est assez compliqué. Et même là, où j'avais un statut, moi, plus de gestionnaire et de réseau par rapport à la stratégie, à la structure de ce business-là, il y a parfois où j'ai dit aux équipes, j'ai envie d'être derrière le bar le soir, au début, juste pour voir et pour comprendre, parce que demain, quand on va avoir des problématiques avec le responsable, le chef de rang ou peu importe qui, que je puisse savoir un minimum comment ça se passe quand c'est dans le rush, parce que moi, ce que je détestais, c'était les gens qui ne font pas, qui ne savent pas, donc qui ne savent pas faire, ils ne connaissent pas un contexte, un environnement, et qui viennent te mettre des tirs en te disant oui, il faut faire comme ça et tout. Tu sais, il y a qu'à Faucon. Oui, mais en fait, tu ne sais pas comment ça se passe. Et donc, j'ai ce besoin-là. Et du coup, quand je suis arrivé dans l'e-com, je me suis dit, avant de pouvoir déléguer tout, il faut que je sache faire chaque chose que je vais déléguer. Donc, il faut que je sache faire des mails, il faut que je sache faire des créatives, donc la partie créative stratégiste, pardon, la partie image, la partie vidéo, le media buying, parce que le jour où je vais déléguer des tâches, le mec, déjà quand je vais l'embaucher, je vais lui faire une fiche de poste, ou même si demain il est actif, s'il me dit des trucs, je vais savoir s'il me ment, s'il est productif ou pas. Exemple concret, quand j'étais dans cette période-là, je chronométrais tout. C'est-à-dire qu'à l'époque, je faisais par exemple des créatifs sur Canva, avant qu'il y ait l'IA, je chronométrais. Je savais qu'en 1 heure, je faisais tant de créa. Je savais que la vidéo, elle me prenait tant de temps. Pourquoi? Parce que derrière, quand j'allais déléguer ces tâches, eh bien, on me donnait des prix. Moi, je les mettais en corrélation par rapport au volume de travail et je savais si c'était pertinent parce que je l'avais fait, je l'avais chronométré. Si moi, ce n'est pas mon métier, je le fais en tant de temps avec cette qualité-là, j'estime que si toi, tu es expert, tu vas le faire de meilleure qualité, soit plus rapide, soit au même temps. Et du coup, le prix va être en corrélation par rapport à ça, quoi. Carrément, carrément. Ça m'a assez d'ailleurs marqué dans la collab. Je me suis noté des choses pendant que tu parlais, c'est pour ça. Alors déjà, une notion que tu as qui est hyper importante, que peu ont, c'est tu as ce truc de ne pas prendre de distance avec ce que tu fais. Et il y en a beaucoup qui, quand ils commencent à déléguer, ils disent ok, c'est délégué, je regarde plus, je fais confiance, je laisse le truc et j'ai délégué limite pour m'en débarrasser. Et toi, ça n'a jamais été ton cas. Et même si tu délègues des choses parce qu'elles sont chronophages ou qu'elles requièrent plus ta valeur, tu es quand même impliqué dessus. Et ça m'a marqué avec les premières personnes qui collaboraient avec toi, qui sont peut-être pas plus forcément là actuellement. Mais tu vois, tu regardais quand même tout ce qu'elle faisait et tu vas vraiment aller screener, aller fouiller. Et quelque chose aussi qui m'a marqué dans ta méthodologie, parce que tous les fondateurs sont tous différents. Et toi, tu as ce truc de, tu vois, quand on mettait en place des process, souvent, on parlait ensemble du layout final, de ce qu'on allait vouloir. Et toi, tu te posais genre un week-end et tu revenais avec le full SOP. Et on avait juste à l'exécuter, tu vois. Et en fait, ça veut dire que tu as intégré la finalité du truc, tu sais exactement ce que tu veux. Moi, je t'ai donné les outils, voilà comment ça peut se passer. Tu as capté ça et tu as fait tout le détail. Et en fait, tu as quelque chose qui est exactement comme tu le veux, avec les connaissances que tu as eues sur l'outil de base. Et ça, il y a très peu de personnes qui l'ont. Et je pense que ça te donne une grosse force dans le fait de toujours maîtriser les performances et le workload et la productivité des équipes que tu as. D'ailleurs, même toi, les SOP, ça te dérange pas d'en faire, hein, alors qu'il y en a qui vraiment sont réfractaires à ça. Hein. En fait, moi, j'aime pas spécialement le faire, mais il faut le faire, tu vois. Ouais. Tu vois, quand tu dis ça, je pense que je pense que je suis comme ça. Moi, je crois à l'astrologie un peu, si tu veux, donc je suis Capricorne et tout, mais genre, j'ai le poids de la responsabilité. C'est-à-dire que même si je délègue un truc, à un moment donné, si je dois mettre les mains dedans, je vais mettre les mains dedans. C'est-à-dire que je vais déléguer. Là, je pars sur des tâches simples. Je vais déléguer, ça se passe bien. Tu vois, du style, là, j'avais eu des problématiques où c'est l'assistante qui gérait. Il y avait des conversations. Les mecs ne se bougeaient pas. Et j'ai attendu 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vois, je laisse le temps et la graduation monter. Et là, j'ai dit, donnez-moi le numéro, j'appelle. Et là, j'ai appelé, j'ai pété un câble au téléphone. C'était un sujet un peu bidon de voiture de location et tout. Et en fait, j'ai réglé le truc. Mais les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'ils vont te dire, oui, mais tu aurais pu le faire avant. Mais non. En fait, chaque chose en son temps. Et il y a tout un processus. Ça faisait 1 semaine qu'il y avait des négos, etc. Il y a une situation un peu tendue qui se crée. Et après, moi, je prends le téléphone. C'est moi le client ou c'est moi le patron, peu importe, en toute humilité. Mais en tout cas, c'est moi le décisionnaire ou la victime finale s'il y a un problème. Et là, je pète un câble parce qu'on était… ils étaient totalement en tort et nous, on avait une légitimité de s'énerver. Et le truc, il a été réglé direct. Les SOP, c'est pareil. C'est-à-dire que tu vas déléguer des choses où même, tu vois, je vais bosser avec toi. Il y a une relation de client aussi où tu vas faire des choses pour moi. Mais, et ça, on a souvent eu les discussions, tu vois, sur la partie création, sur la partie media buying. Les gens, ils pensent qu'ils payent quelqu'un et il va faire. Oui, c'est vrai, c'est le job. Mais je suis persuadé que quand le owner,
il est impliqué, il est involved et il met quand même les mains dedans, le résultat final sera mieux. Et c'est pour ça que l'exemple que tu donnes, c'est je crois qu'on avait travaillé sur le Asana pour de l'e-com ou quoi, où ça traînait. À un moment donné, je t'ai dit, OK, fais-moi un retour. Tu m'as fait un retour. Et en fait, le week-end, je me suis posé dessus pendant 3 heures ou quoi. Je vous ai tout renvoyé. Je dis, voilà, moi, ma vision, c'est ça. Je ne sais pas si c'est parfait, mais en tout cas, on peut faire un mix des deux. Et là, toi, ton expertise va être que tu as bossé avec pas mal de personnes dans l'e-com, tu bosses avec moi, tu me connais, moi je t'ai envoyé les éléments et toi tu vas me mettre tout en forme et surtout tu vas mettre le process qui va bien me correspondre, quoi, tu vois. Ouais, exactement. C'est ça. Et pour faire un petit laïus e-com, tu vois, c'est comme la créastrat. Je suis persuadé que tu peux embaucher un créastrat, deux créastrats et c'est nécessaire à un certain niveau. Ça va te dégager du temps et surtout tu vas responsabiliser une personne sur un pôle qui est très important. Mais si le mec, il est toujours connecté, il a toujours des idées, moi, je suis persuadé au fond que c'est ça qui fait la diff entre un mec qui va aller là-haut et le mec qui va être bon, mais il va rester là parce qu'il y a une différence d'implication. Et l'implication fait que quand le mec, il est toujours là, où moi, je dis les matrixés et tout, il fait la diff. Tu vois, un mec comme Elon Musk, moi, je ne me compare pas à Elon Musk. Et je ne pense pas que je veux sa vie parce qu'il est fou. Mais pour faire ce qu'il fait, il faut être fou. Alors, du coup, il doit avoir d'autres problématiques personnelles. Et à un moment donné, le mec, il n'est pas humain, il est en mission sur Terre, et c'est pour ça qu'il fait des trucs comme ça. Sinon, à un moment donné, il ferait comme Jeff Bezos, il dirait, OK, j'ai pris mon argent, j'ai changé de femme, je suis tché, je vais à la muscu, et voilà. Mais tu vois, le mec, je pense qu'il vit dans un autre monde, il est tellement impliqué qu'il veut aller sur Mars, et il dit, je vais aller sur Mars, tu vois. Alors, là, j'abuse un peu, et je prends cet exemple-là, et je ne me compare pas du tout à lui, je ne me compare pas à lui, mais c'est juste pour prendre un profil connu d'un mec qui est assez extrémiste, de dire, quand tu es impliqué, forcément, à un moment donné, ça fait la diff. Ouais, c'est ça. Peut-être à l'obsession du truc, l'obsession de la réussite. Et il y a quelque chose, ça me fait penser à un point qui est, tu vois, le fait de prendre ses responsabilités aussi. Tu vois, il y en a beaucoup qui font un peu ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment et qui pensent pas à l'importance de quand même faire les choses qui doivent être faites. Tu vois, là, on parlait juste avant de ton operations qui t'a envoyé des feedbacks à Sana. Bon, ça te saoule, mais tu vas le faire parce que tu sais que c'est important. Ah oui, c'est ça. Et tu as ce truc-là. Et je me demande si ça vient pas. Dis-moi ce que tu en penses, mais est-ce que tu crois qu'il n'y a pas un truc de... Nous, on connaît un peu le monde corpo, le monde du salariat. Est-ce que tu crois qu'il y a un truc dont on a été éduqués, nous, à un peu ce monde-là, versus les e-commerçants qui ont moins ce truc-là? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne question. Je pense que sur la responsabilité, je ne sais pas. Je sais que, tu vois, sur la partie commerçante et savoir-être, moi, tous les gens que je connais dans ce milieu-là, donc Internet, qui ont bossé dans la vie réelle, qui ont eu des jobs un peu corpo, qui ont fait un peu d'études, j'ai l'impression qu'ils sont mieux calibrés que des mecs qui sont derrière leur ordi depuis 15 ans, tu vois. J'ai eu des fois des problématiques de discours commercial, etc., où je me suis dit, les gens manquent d'empathie, de sens commercial. Tu sais, dans les business IRL, on dit, ah, lui, il est commerçant, il a fait un geste et tout. Ça manque. Sur la partie responsabilité, je pense qu'il y a l'éducation qui fait énormément. Après, il y a effectivement, quand tu as bossé dans des jobs corpo, tu as des comptes à rendre, c'est beaucoup plus cadré. Donc peut-être que aussi ça peut te contraindre à être plus responsable. Et après, il y a un truc aussi, c'est que sur Internet, même si les gens pensent que c'est bidon, c'est de l'arnaque, moi j'ai été des deux côtés, tu peux faire beaucoup d'argent très vite. Il y en a qui le font très jeune, il y a beaucoup d'hommes, et je pense qu'il y a un côté qui est souvent immature et déconnecté, qui fait que, OK, je suis addict à Day, toi je te paye, j'en ai rien à foutre, etc. Et du coup, qui déresponsabilise des mecs, que ce soit des honneurs ou même des salariés. Le mec, il est là, il est monteur vidéo, il prend 5 000 euros par mois, alors que son collègue avec qui il a fait un master, il a 1 800 euros par mois dans une société de communication à Paris. Et en fait, les mecs, ils se disent, ouais, je suis arrivé, et ils sont un peu plus chill, et ils savent qu'ils ont des privilèges, et du coup, ils n'arrivent pas à calibrer leur esprit en disant, OK, ouais, j'ai une situation privilégiée dans le monde actuel, donc si je veux m'en foutre un peu, je peux m'en foutre, et ils n'ont pas cette responsabilité-là, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit 100%, mais je pense effectivement que ça influe un peu parce que quand tu as bossé dans des business traditionnels, tu avais ce côté des fois un peu subordination, de devoir rendre des comptes et tout. Donc peut-être ça t'a formaté un peu et derrière, en fait, tu le remets dans ce business-là. Et pour faire un parallèle avec ça, tu vois, nous, quand on va en parler, on a effectué un recrutement qui a été important dans mon organisation. Et en fait, il y a toujours le truc de se dire, OK, est-ce que je prends quelqu'un
pour ce poste-là qui est corpo ou qui connaît le métier. Et en fait, c'est là où certains se trompent, c'est qu'il y a des postes où il faut des charbonneurs et des gens qui connaissent en détail ton business. Ça, c'est les mecs qui sont vraiment sur le terrain, dont de l'opérationnel pur et dur sur le business en question. Mais sur des postes de manager ou d'organisation, vaut mieux avoir des gens peut-être qui sont un peu plus, on va dire, scolaires ou corpo. Tu vois, et scolaire, c'est pas mauvais sortant de ma bouche, mais en tout cas qui ont un intellect de pouvoir s'organiser et de pouvoir organiser des business, et peu importe quel est le business. Et il y a beaucoup de mecs, surtout dans l'e-com, qui font cette erreur de prendre des personnes de l'e-com qui sont un peu organisées, mais en fait, vu qu'ils n'ont pas fait d'études, vu qu'ils n'ont pas bossé dans des boîtes plus corpo, en fait, ils ne savent pas vraiment comment ça se passe dans des grands groupes. Et moi, pour avoir fréquenté, que ce soit dans l'e-com ou dans d'autres business, j'ai eu un associé à moi qui avait bossé dans des grands groupes logistiques, c'est des mecs, en fait, ils ont pilotage et tout, ils ont un autre niveau. Et en fait, des fois, tu as besoin d'eux. Et moi, j'avais besoin d'être entouré de personnes comme ça parce que moi, je suis bon dans la créativité, je suis bon dans le développement. Mais des fois, j'ai besoin d'avoir des gens qui vont me cadrer autour. Et si c'est des gens qui sont comme toi, en fait, c'est pas bon. Et il faut des profils différents. Surtout pour les fondateurs, il faut des profils qui complètent et qui prennent ce que tu n'as pas. Voilà. Toi, tu excelles dans les idées, dans la vitesse, dans le chaos par moment. Et du coup, il te faut quelqu'un qui puisse absorber ce chaos et le transformer en quelque chose de réel qui va pouvoir être délégué avec les équipes. Totalement. C'est tout à fait ça. Et globalement aussi, je pense qu'il y a pas mal d'e-commerçants qui ne se rendent pas compte, qui sont en train de devenir un peu des chefs d'entreprise. Parce que même si c'est un mot qui est un peu old school, en fait, ça reste des mecs qui gèrent d'autres gens. Donc, ça reste, tu vois, des gérants d'entreprise. Et il y en a beaucoup qui ne se rendent pas compte. Et moi, j'ai beaucoup de mes clients qui payent des gens, mais qui ne s'en occupent pas. Et tu vois, et du coup, leur staff, ils se désintéressent du projet. Ils vont commencer à aller chercher d'autres clients. Et après, mon client est pas content parce qu'il se rend compte que la personne est moins impliquée. Mais en même temps, il s'est jamais intéressé ni il a jamais feedbacké cette personne-là. Donc, tu peux pas t'en étonner, tu vois. Et ça, je pense qu'il y a une grosse réalisation à faire. Quand on a préparé hier, on s'est un peu dit ce qu'on allait évoquer aujourd'hui. Il y avait un moment que j'avais envie d'écouter de ta part, c'était les dingueries. En tout cas, alors je vais pas dire dingueries, les moments un peu, je sais pas, un peu fous que tu as pu vivre, je sais pas, en management, en recrutement. Et je pense notamment dans ton ancienne vie, ça peut être assez chouette à entendre. Donc si tu as de la data, régale-nous. Ouais, complètement. Et en fait, en e-com, on va dire que j'ai pas vraiment eu de très grosses problématiques. Mais justement, je pense que vu que j'étais un peu plus vieux et que j'ai eu des grosses problématiques par le passé, si tu veux, je suis quand même un peu plus alerte et je me méfie beaucoup plus qu'avant. Mais oui, en termes de… En fait, il y a un exemple qui est sympa parce que c'est vraiment parti en live complètement. Bon, il y a des passages que j'ai pas envie de partager, mais je vais donner les grosses lignes et on va voir que c'est un peu dingue. Et c'est un parallèle à faire avec l'e-com. C'est pour ça que je trouve cet exemple intéressant. Une fois, donc, j'ai une grosse rénovation à faire, un projet à, je crois, 250 000 €, donc ça commence à être sympathique. Et on fait des appels d'offres pour trouver des entreprises, des artisans, etc. Moi, j'avais un modèle économique où j'avais un cabinet d'architecture qui s'occupait de la partie créativité et de la maîtrise d'œuvre. Et j'avais une société où on était en contractant général avec laquelle on prenait l'ensemble du marché, on travaillait avec des sous-traitants. Donc, il y avait ce côté, pas seulement je trouve des artisans, je les gère, mais un côté un peu subordination et management pour le compte du client, tu vois. Donc, en gros, maître d'œuvre, on va dire, avec le cabinet d'archi et un peu en maîtrise d'ouvrage avec ça pour le compte du client. Tu vois, c'était un modèle un peu hybride comme ça. Et on lance un appel d'offres. Et sur la partie gros œuvres, maçonnerie, etc., bon, on se retrouve avec des prix assez disproportionnés parce que c'était un projet complexe et les mecs, ils y allaient pas de main morte par rapport à ça. Et on reçoit un devis d'un mec qui est 25% moins cher. Étonnant, je refais un check avec lui, je dis t'es sûr au niveau des prix? Oui, oui et tout. Et ça, le parallèle est intéressant, c'est que je vais raconter la suite de l'histoire, mais c'est comme dans l'e-com où des fois, et en ce moment ça tourne notamment sur les créastrats, c'est tu payes mal des mecs, mais en fait c'est que les mecs sont mauvais. Et des fois, en fait, tu penses que vaut mieux payer moins cher, mais à la fin ça te coûte plus cher. Et dans cette histoire, c'est ce qui s'est passé. Bref, le mec, en gros, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un mec, on s'en est rendu compte par la suite, il avait des gros problèmes financiers. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était des très, très, très gros problèmes financiers. Donc, le mec, en gros, il s'est dit quoi? Il s'est dit, je vais leur faire un prix canon, je vais prendre mon acompte. Et en fait, au début, vu que c'était des gros montants, l'acompte, c'était un acompte à 5 chiffres. Si tu veux, on ne s'en est pas rendu compte de suite. Mais par la suite, il a commencé à avoir des problématiques. Et après, on s'est renseigné.
Et on s'est rendu compte que le mec, en gros, il avait pris l'argent, il nous avait donné un faux RIB, il avait encaissé en perso, il avait des dettes avec des personnes peu fréquentables, etc. C'était en période de Covid, il nous a sorti tous les mensonges de la terre et tout. Donc ça, on va dire, dans le bâtiment, ça peut être assez classique. Et quand on s'est rendu compte du poteau rose, si tu veux, on a fait une réunion de chantier du coup avec lui de manière isolée. On a posé les choses, on a dit, bon, on fait comment? Là, dans tous les cas, on est trop engagé. Nous, on a une responsabilité envers le client et comment on fait? Et à la finalité, ce truc, c'est parti en live complet. C'est que le mec, à un moment donné, on s'est embrouillé avec lui. On lui a dit, là, maintenant, on ne paye plus les avances. Le mec, il avait fait un escalier en béton. Il a été explosé, l'escalier en béton. Il nous a envoyé une photo, donc avec l'escalier explosé derrière, en disant la prochaine fois c'est vous, genre menace de mort. On a été déposé plainte à la gendarmerie pour le compte du client et tout, parce qu'on était obligés. Donc ils avaient la preuve et tout, ils l'ont convoqué. Ça a été classé sans suite. Donc ça, c'est la France. Et le mec derrière, vu qu'il s'est senti, on va dire, gargarisé, parce qu'il s'est dit, bon, en fait, c'est magnifique, il n'y a rien. On est arrivé une fois en réunion de chantier, le mec s'est pointé et il a poursuivi mon associé avec une masse. Là, les gens vont croire que je fais du Osama ou du Benotman, mais genre un truc de malade, tu vois. Et je me dis, putain, en fait, tu vois, ce mec-là, à la base, ok, c'est parti comme ça, le mec, il avait peut-être des problèmes psychiatriques, etc. Nous, on a sûrement mal fait des choses et tout. Mais en fait, le truc de base, c'est quoi? C'est que le mec, il est arrivé, il était 25% moins cher sur un lot où le delta, il aurait dû être de 10-12% maximum. Tu ne pouvais pas être 25. Et même nous, en ayant fait le taf, parce qu'on a été voir des chantiers à lui qui nous a présenté, tu vois, on ne l'a pas validé comme ça. On s'est déplacé dans son entreprise. Bon, c'était un petit artisan, donc voilà, mais on s'est déplacé, on a fait le travail. Et en fait, juste le fait de se dire, ah, il est 25% moins cher, on va pouvoir marger parce que le client, il nous négocie et tout. En fait, c'est un putain de red flag. Et autant des fois, mais juste le mec, je passe à un peintre pour parler de ce métier-là, il te fait un sale taf, tu repars derrière, ça ne te coûte pas des rangs. Mais là, en fait, le mec, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que déjà, moi, ça m'a mis dans un état psychologique parce que le mec, si tu vas à la fin, il nous harcelait par texto, etc., menace de mort, etc. Il nous a pété le truc. Il y a des mecs sur le chantier qui ont eu peur parce qu'ils se sont dit, mais attends, moi, je ne vais pas me retrouver dans une embrouille comme ça. On a dû réembaucher des gens derrière, donc ça nous a coûté de l'argent. Le mec, il avait fait trop d'avance et tout. Enfin, à la fin, ça a dû nous coûter 40 ou 50 000 balles, plus les nœuds dans la tête, des cheveux blancs, juste parce que le mec était comme ça. Et des fois, tu vois, dans les appels d'offres, on va dire, OK, on a un delta, mais par contre, si le mec, il est au-delà, en fait, c'est pas possible, c'est red flag. Et du coup, il faut travailler avec lui. Comme un mec qui arrive où tu prends, je sais pas, un Crastrat, il est censé être à 5, 6 ou 10 000 balles par mois. Le mec, il arrive, il te dit, je le fais pour 1000 balles, anguille sous roche. Tu vois? Mais tu vois, ça me fait d'ailleurs penser à quelque chose que j'ai vécu aussi d'assez fou. Et tu vois, comme quoi, en fait, je pense que le delta, tu vois, de la sous-facturation, il faut vraiment y penser. Moi, c'était un gars qu'on avait contracté pour faire, je sais plus si c'était une refonte de site ou un truc comme ça. Pareil, on avait pris le moins cher des deux. Il avait commencé à bosser 2-3 jours. C'était horrible ce qu'il avait fait. On a dit non, on veut arrêter de bosser avec toi. Le mec avait pété un câble pour qu'on continue à bosser avec lui, donc harcèlement partout. Et ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait trouvé l'adresse des parents de mon associé. Et il avait envoyé un screenshot genre de l'adresse en disant si tu me payes pas, je viens là. Mais c'était 1500 balles, hein, tu vois. Voilà. Les gens s'en foutent. Bon, il ne pas négocier sur les devis, quoi. Après, ce mec-là, pour le coup, c'était pas que le prix, on s'est rendu compte par la suite, parce qu'il y a eu d'autres sujets que je ne vais pas aborder, mais un très très gros manipulateur. Donc, il nous a manipulés aussi. Mais de base, si tu as la rigueur de te dire, si le delta est trop important, il y a anguille sous roche, en fait, tu ne vas pas dans ce chemin-là. En fait, c'est ça. Et moi, maintenant, quand il y a des trucs qui sont trop beaux, même si le mec, il me met des green flags de partout, en fait, j'y vais pas parce que en fait, c'est pas possible, ça pue. Trop beau pour être vrai. Ouais, c'est clair. Non, c'est important de s'en rendre compte. Tu peux parler le recrutement qui a changé la donne pour toi, le premier? Le premier recrutement, ça a été un recrutement un peu hybride parce que ça a été du perso et du pro. C'est de recruter une assistante. C'est Alex Elfi qui m'en avait parlé parce qu'il avait commencé à en recruter une. Il m'avait dit, mec, tu vas voir, ça va te changer la vie. Et effectivement, moi, j'ai la chance d'avoir ma femme qui m'aide sur pas mal de tâches, on va dire, personnelles au quotidien, etc. Mais à un moment donné, quand tu es comme nous, c'est-à-dire tu travailles beaucoup, il y a énormément de tâches chronophages. Sur le plan personnel, il y a énormément de choses aussi qui, comme ça, paraissent prendre peu de temps. C'est un quart d'heure par-ci, par-là, mais un quart d'heure, ça nous défocus et tout. Et en fait, j'ai recruté cette personne. Et là, pareil, j'ai fait des choses différentes d'autres.
Alors déjà, pourquoi ça a tout changé? Parce que j'ai recruté une assistante personnelle et on va dire administrative qui, du jour au lendemain, a pu s'occuper d'énormément de micro-tâches qui vont être par exemple de checker pour des voyages, de gérer une location, de contacter tel restaurant pour savoir si on peut avoir telle table ou si on peut avoir un menu sans viande ou quoi. Enfin, là, je donne des exemples, quoi, ce genre de choses. Donc ça, c'est des tâches qui sont micro, mais finalement qui prennent beaucoup de temps. Voilà, toutes les tâches personnelles qu'on peut imaginer. J'ai besoin, je sais pas, j'avais fait le vlog où j'avais fait un barbecue. J'ai besoin de réserver de la nourriture, de la viande pour tant de personnes. Est-ce que vous pouvez regarder, checker, vous m'envoyez en valide? C'est plein de trucs comme ça en fait qu'on peut très facilement déléguer. Et sur la partie professionnelle, j'ai commencé à l'intégrer aussi au début sur du paiement de prestataires. Ça, c'est le truc que tout le monde fait ou ne fait pas, et du coup, ça crée des problématiques. C'est des petites factures à droite à gauche qui sont envoyées sur WhatsApp, on ne les paye pas, le mec relance, ça crée de la tension avec les gens avec lesquels on travaille. Et donc, j'ai commencé à mettre ça. Et après, on a amélioré tous ces process, du coup, avec mon assistante par rapport au recrutement qu'on a fait ensemble. Et juste pour énumérer un point important, c'est que pareil, quand j'ai fait ce recrutement, généralement, c'est des profils plutôt féminins. Et en l'occurrence, je préférais un profil féminin parce que les femmes, elles sont multitâches. Les hommes et les femmes. Moins d'ego quand tu as Il y a deux moins hommes. d'ego, exactement. En fait, moi, si tu veux, je suis très conscient des qualités et des défauts des hommes et des femmes, tu vois. J'ai pas de problème avec ça, et notamment le fait que les femmes, elles sont multitâches, et nous, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Et le second point, sur des tâches comme ça, un homme peut y avoir des gros problèmes d'ego qu'il ne va pas y avoir avec les femmes. Et par le passé, dans mon cabinet d'archi, j'ai travaillé avec des femmes. Et ça, je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas de combat de coq, généralement avec des femmes. Quand avec des hommes, ça pouvait arriver assez régulièrement, malgré de la subordination et du respect, on va dire, des deux parties. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que j'ai pris une personne qui est plus âgée que moi, qui avait la cinquantaine. Et pourquoi je l'ai pris? Parce que déjà, elle avait un très bon profil. Elle avait bossé dans des secteurs, on va dire, assez rigoureux. Elle était du coup à Dubaï depuis 10 ans. Elle connaît énormément de choses à Dubaï. J'avais des problématiques aussi par rapport à ma chienne où il y avait des sujets à gérer et c'était un sujet qu'elle maîtrisait. Et en fait, je ne le regrette pas du tout aujourd'hui parce que, en fait, vu qu'elle est plus vieille déjà que moi, il n'y a pas de relations qui peuvent être bizarres à un moment donné. Il y a la sagesse aussi qui rentre en ligne de compte parce que plus on vieillit, plus on s'assagit. Elle connaît du monde à Dubaï et en fait, il y a eu plein de sujets sur lesquels elle m'a aidé juste avec son réseau, et ça c'est hyper important, versus une personne qui aurait été plus jeune, peut-être un peu plus flexible, ou peut-être qui connaît peut-être certains lieux un peu plus hype si je veux sortir à Dubaï ou quoi. Mais moi, le sujet, c'était pas pour aller dans des bars ou des boîtes, c'est pour gérer dans la globalité. Et au début, on a dit, ah, mais pourquoi tu n'as pas pris une plus jeune, etc. Je dis, ben, moi, j'ai la vision, ça me va très bien et ça va être très bien. Et aujourd'hui, pour comparer avec certains amis qui ont recruté, je sais que j'ai fait le bon choix, tu vois. Donc voilà. Et je vais te repasser la parole parce que derrière, elle a pris plus de surface de travail par rapport au recrutement qu'on a fait ensemble. Et pareil, vu qu'elle avait ce profil, pas juste personnel assistant, mais aussi administrative, elle avait bossé dans des boîtes pour des choses assez similaires. Elle avait travaillé dans la finance aussi. Mais forcément, quand derrière, il a fallu lui allouer d'autres tâches par rapport à l'organisation qu'on a mis en place avec toi, Sophia, mais elle était la bonne personne pour le faire. Carrément. Carrément, j'ai deux sujets en tête que je ne vais pas oublier. La première que je vais te dire, c'est sur… Je l'ai oublié. Enfin, le recrutement qu'elle a fait. Ah oui, avant de switcher sur justement le recrutement qu'elle a fait, parce qu'il y a un truc intéressant, on en parle après. Je sais qu'il va y avoir des questions, où on m'a déjà posé la question de quand est-ce que c'est bien de recruter une assistante personnelle. Toi, tu dis que c'est quoi? La vérité, je pense, c'est quand tu peux commencer à la payer. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, on génère pas mal d'argent, mais même par le passé, dans mon ancienne boîte, avec mon associé, à un moment donné, on s'est posé la question de recruter une assistante qui n'était pas une assistante personnelle, mais administrative pour la société. On a hésité, etc. Et on l'a embauchée. Alors, on a eu du turnover de profil parce que c'est des business différents. Mais quand on l'a embauchée, juste en mettant les process, on s'est déchargé d'énormément de choses. Ouais. Parce que déjà, la personne sert de filtre. Sur tous les sujets X ou Y qu'il peut y avoir, toutes les tâches chronophages, elle va te permettre d'organiser mieux les choses. Donc moi, je pense que dès que tu peux te permettre d'en payer une ou d'accepter de payer une rémunération pour ça, il faut le faire. Je dis ça parce que on est tous différents, comme tu l'as dit au début de cet échange. Il y a des gens qui peuvent assumer plus
de poids, de charge de travail que d'autres, mais je sais que toutes les personnes, ça c'est dingue, mais toutes les personnes qui ont pris une personnelle assistante, peu importe quand ils l'ont pris, peu importe combien ils l'ont payé, tous ils ont dit c'est le meilleur ou l'un des meilleurs recrutements que j'ai fait. Donc, dès que vous pouvez le payer, il faut. Après, bien évidemment, quand tu démarres, que tu es en lock-in et tout, pour moi, ce n'est pas du tout pertinent. Donc, je dirais, c'est quand vraiment tu commences à avoir une bonne assise de business, pas forcément financière, mais généralement ça suit, une bonne assise, que tu commences à être peut-être sur divers projets, quand tu connais ton business et tu te connais dans ce business, donc tu as un peu d'expérience, au moins 1 an et demi, et que tu as une projection vers où tu veux aller. Tu vois, il faut que vraiment la map elle soit claire, et là, tu vas recruter une personnelle assistante et tu vas savoir vraiment quoi lui déléguer. Parce que là, je dis ça, les gens vont dire ouais, c'est trop bien, elle va pouvoir me réserver, ouais, c'est bien, mais si elle fait que ça ne sert à rien. Donc, il faut quand même qu'il y ait un scope de travail qui soit défini, que toi, tu aies fait ce travail aussi de savoir, OK, quelles sont toutes ces tâches, combien de temps ça représente pour prendre quelqu'un. Et là, c'est sûr que au-delà du temps, en fait, moi, le truc, c'est pas le temps. Parce que le temps, quand on est en lock-in et on est des fous du travail, on peut le faire. C'est la charge mentale, en fait, que ça va nous dégager, justement, pour pouvoir travailler sur notre zone de génie. Moi, c'est plus ça. Moi, le truc, des fois, je dis, les gars, c'est pas le temps. Le temps, on le trouvera toujours tous parce qu'on est des bourreaux au travail. C'est la charge mentale que cette tâche et cette addition de tâches va nous prendre. Ouais, exactement, c'est exactement. Tu vois, moi j'ai l'impression qu'une tâche, quand elle traîne dans ma tête ou dans ma to-do, elle prend 5 fois plus d'espace que le temps réel, tu vois, à devoir le compléter. Donc, ouais, clairement. Et souvent, quand j'ai des clients avec qui je plug leur première assistante, c'est souvent un mix de opérations techniques, tu vois, vraiment pour ton business, plus un peu de perso. Et après, quand tu commences à avoir plus de revenus, tu peux encore plus scinder à avoir ton operations manager business et ton assistante personnelle. Mais au début, c'est OK de mêler les deux. Et souvent, les gens ne se rendent pas compte de tout ce qu'on peut déléguer. Hein. Vraiment, ils ne s'en rendent pas compte. Mais alors que c'est fou tout ce que tu fais dans une journée que tu pourrais ne pas faire. Vraiment. Peut-être prenez le temps de le noter, quoi. Très simple. Tu vois, quand on parlait tout à l'heure, je vais donner un exemple très concret où là, c'est perso. Cet été, j'ai loué une maison pour 2 semaines. C'était un certain budget. Et moi, j'avais regardé de mon côté. J'avais pris 1 heure quand même, tu vois. Donc, avec ma femme, on avait regardé. Et après, j'ai mis mon assistante sur le sujet. J'ai demandé d'appeler tout le monde. Donc, les Airbnb, les agences privées, les particuliers en direct sur des plateformes, tout. Au final, elle nous a trouvé une maison qui était mieux que celle que j'avais imaginée. Il y avait plus de 5 000 euros d'écart. Voilà, tu vois. En fait, donc là, tu as remboursé 3 mois de salaire, quoi. Voilà, juste avec ça, tu as remboursé, selon comment tu la payes, 1 mois, 2 mois ou 3 mois de salaire. Et en fait, l'addition de ça, c'est ça. Ensuite, ça va être une autre tâche. Et en fait, à la fin, vu qu'elle va passer plus de temps à rechercher, parce que ça, c'est des sujets où si tu passes un peu plus de temps, tu peux créer des économies. Des fois, ce n'est pas forcément le cas, mais là, c'est le cas. Et en fait, tu additionnes à la fin de l'année, tu dis, en fait, si je l'avais fait moi, j'aurais payé plus cher. Et limite, tu arrives à un équilibre et ça, c'est magnifique, quoi, parce que tu t'es déchargé complètement de la charge de travail et en plus, la personne t'a fait économiser de l'argent. Et ça m'a arrivé 2-3 fois cette année en 2026 sur des sujets où elle m'a fait économiser de l'argent parce qu'elle a ça, parce qu'aussi, vu que c'est un bon profil, elle sait négocier et elle connaît. Et en fait, ça m'a permis d'économiser de l'argent aussi, quoi. Exactement. Tu vois, tout ce qui est billets d'avion, transports globaux, location, hôtel, tous ces trucs-là. Et tu as aussi, tu vois, moi, j'ai beaucoup regarde, optimise les outils. Fais un audit des outils qu'on a, vois comment on peut, je sais pas, payer moins cher, où est-ce qu'il y a mieux à faire en termes de framework. Enfin, il y a tout ça qui a une valeur énorme après sur la productivité et sur les coûts. Et ce que je voulais dire par rapport à cette assistante-là, c'est que ce qui a été hyper intéressant, c'est que quand on a commencé à recruter donc l'Operations Manager Business, que maintenant tu as, eh bien, c'est elle qui était chargée de ce recrutement. Et vu qu'elle te connaissait parfaitement dans le perso, le recrutement a été hyper vite parce qu'elle a su complètement bien screener les profils, dire elle, oui, elle, non, elle, culture fit bof. Et ça a été, franchement, ça a été hyper smooth ton recrutement. J'ai rarement eu un recrutement aussi rapide et aussi smooth. Mais en fait, tu vois, pour parler un peu de ces sujets-là, il y a le savoir-faire avec les différents skills et il y a le savoir-être. Et moi, le savoir-être, c'est vrai que c'est quelque chose de très important. Et là, l'avantage de l'assistante personnelle, c'est que je pense que déjà, elle avait déjà fait du recrutement dans sa vie, donc ça, c'est un avantage. Au-delà de ça, c'est qu'elle bosse avec moi sur le plan pro et perso. Donc, en fait, elle sait comment je fonctionne, elle connaît mes qualités, mes défauts, et notamment dans l'organisation. Et sur le savoir-être, elle sait comment je suis. Elle sait que je suis cool et je suis empathique, mais que quand je suis dans le lieu, je peux être sec ou quoi, mais c'est pas
que je suis méchant ou quoi. C'est juste que voilà, il faut que j'avance et je suis comme ça. Et en fait, du coup, vu que c'est elle qu'on a nommée avec toi pour faire les premiers calls, elle a fait. Et ce qui est magnifique, c'est qu'on a une shortlist, je crois, de 3 personnes. Et elle, de base, celle qu'on a recrutée, la personne qu'on a recrutée, nous a dit, elle, très bon profil, je pense que c'est le mieux. Et même nous, au début, et même moi, quand j'ai lu, je dis, ouais, je suis pas sûr parce qu'il y avait certaines choses par rapport au CV qui me faisaient dire que peut-être c'était pas le cas. Et en fait, quand on a fait les entretiens, toi et moi, ça a été d'une évidence hyper direct de se dire, OK, en fait, cette personne, et après, on a fait le taf pendant l'entretien et il s'est avéré que son premier ressenti était le bon, quoi. Exactement. Ouais, et ça, c'était une grosse chance là-dessus. Et d'ailleurs, peut-être on peut reparler de ces entretiens parce que je me suis rappelé de quelque chose de ces entretiens qu'on avait fait, à quel point ça avait été important aussi la partie culture fit. Je ne sais pas si tu te rappelles, on avait rencontré, je me rappelle donc des 3, mais je me rappelle surtout de une où on s'est dit, oh là, niveau mindset, niveau fit humain, ça va pas du tout le faire. Et il y a un truc, je pense que c'est que les gens doivent être honnêtes envers qui ils sont et avec qui ça va leur faire plaisir de bosser ou non. Et tout le monde a leur personnalité. Toi, tu as une personnalité en plus qui est hyper forte. Et des fois, quand on voit les candidats, par exemple, tu vois, pour donner un exemple concret, on avait une nana qui était très compétente sur le papier, mais elle était hyper, je pense, effacée. Tu sentais qu'elle allait jamais pouvoir, tu vois, poser des questions, oser dire les choses, etc. Et toi, ça t'aurait, je pense, rendu fou de devoir aller, tu vois, chase des trucs. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être honnête, clairement. Complètement. Ouais. Et effectivement, sur le papier, le profil correspondait un peu plus. Et quand on est rentré un peu dans des exercices en live, ça n'a pas suivi. Et c'est toi qui menais l'entretien à ce moment-là. Et on s'est rendu compte déjà de prime abord qu'il allait avoir ce problème de communication. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, quand on est rentré dans du concret, ça n'a pas réagi. Et moi, c'est vrai qu'autour de moi, j'ai besoin d'avoir des gens vifs, des gens sharp, qui aussi n'ont pas peur de dire les choses dans les deux sens. Moi, j'ai pas, je veux dire que j'ai un management transversal, mais c'est vrai. Après, s'il faut taper du poing sur la table, je sais taper du poing sur la table, mais je ne vais pas être à l'ancienne, etc. Et je vais dire les choses cash. Et j'ai besoin qu'on me dise les choses cash aussi. Et quand on a fait l'entretien avec la personne qu'on a eu, il y a eu des discussions à un moment donné qui ont été cash dans de la négo. Et moi, il n'y a pas d'ego dans la négo. Et je ne prends pas les choses mal. Ça fait partie du processus. Et les choses, elles ont été très claires des deux côtés. Et au final, aujourd'hui, on voit que ça a été le bon choix parce que, comme tu dis, au niveau état d'esprit, au niveau mindset, ça fit. Et c'est pour ça que moi, très souvent, j'ai dit le savoir-être, c'est plus important que le savoir-faire. Et tu vois, je peux faire un parallèle avec le sport, c'est toujours intéressant, mais ça me rappelle quand je jouais au foot, tu vois, des fois, il y avait des mecs, ils étaient bons, mais ils n'étaient pas esprit collectif et ils ne se donnaient pas à fond. Et des fois, moi, je préférais bosser avec un mec, alors ça dépend les postes, bien entendu, mais il y avait des mecs, moi, je jouais, tu vois, milieu, un peu 10 ou quoi au milieu, des fois à droite ou à gauche, je préférais avoir un mec un peu moins bon, mais un mec qui se donne à fond et qui va se tuer pour l'équipe, que le mec est un peu plus technique, mais dès qu'il n'est pas dans le mood ou il y a un truc, en fait, il relâche parce que sur les effets cumulés, sur toute une saison et du coup sur toute une saison de business aussi, cette personne-là qui, on va dire, sur le savoir-être, fit mieux, elle t'apportera plus que la personne qui est peut-être un peu plus compétente, mais sur le savoir-faire, ça ne matche pas, ça va clasher, il va y avoir des non-dits. Et en fait, si tu commences à faire ça, il va y avoir un œuf pourri dans le panier, ça ne va pas le faire, quoi. Ouais, ça va gangréner, c'est clair. Et même si vous êtes en urgence de recrutement, il ne faut pas faire un pas sur ça. Vraiment, vraiment pas. Là, on est sur ces sujets-là, sur le parti créatif stratégiste, où on a fait les premiers entretiens, c'était pas bon. Après, on s'est dit, est-ce qu'on passe par une agence? On a onboardé une personne. Et là, en fait, on a dit, OK, on annule tout parce que moi, j'ai un truc, tu vois, comme on parlait par rapport au mec là, où c'est parti en live, j'ai un truc maintenant, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que si tu as un doute, c'est mort. En fait, si tu as un doute, c'est mort. Et c'est pour ça que, tu vois, sur les discussions d'associés, il faut être cash. Et ça, c'est un sujet aussi. Il faut se dire les choses. Et c'est bien de se les dire, même si c'est des conversations qu'on n'a pas forcément envie de mener. Parce que s'il y a des doutes, c'est comme un couple ou quoi, c'est dead. En fait, la confiance, elle est morte. Et en fait, tu es sûr qu'il va y avoir un problème. Et quand tu es dans ces phases d'entretien, même sur des postes, et là, pour le coup, c'est un poste stratégiste, le créatif stratégiste, c'est un poste clé. S'il y a un doute, en fait, next, et il vaut mieux prendre le temps que ça. Et pourtant, parfois, j'ai dit, il vaut mieux embaucher vite et virer vite. C'est vrai, mais ça dépend les postes. Des postes, on va dire, mid, tu vois, vidéo éditor, etc., avec tout le respect, mais des postes où tu sais que tu peux remplacer rapidement. D'exécution pure, en fait. Ça, tu peux le faire. Mais par contre, sur des postes clés comme ça, vaut mieux prendre le temps, parce que sinon, en fait, c'est des postes qui vont tellement avoir de responsabilités, et en fait, ils sont tellement à la base de tous les rouages qui vont découler, que si le recrutement est mauvais,
ça peut te porter un préjudice dans ton Ouais. business, quoi. Clairement, beaucoup trop dangereux de recruter vite sur des postes stratégiques. Et la partie du doute, il faut vraiment que les gens soient honnêtes envers eux-mêmes sur le fait d'avoir un doute ou non envers quelqu'un, parce qu'il y en a beaucoup qui se voilent la face. Et un doute, ça ne s'évince pas. S'il est là, il reste. Sauf si tu as une preuve irréfutable, voilà, c'est rare que ça puisse se passer. Donc, ouais, il faut vraiment le traiter, ce point-là, c'est clair. Et je pense on peut avoir une dernière question. Attends, j'en avais une quand tu me parlais de quoi? Ah non, c'était juste ce que je voulais dire, c'est que j'ai fait l'épisode avec Vincent la dernière fois, il me parlait aussi de foot. Donc en fait, je crois qu'il va y avoir le moment métaphore footeux. Ouais, ça, ouais. En plus, j'ai pas les refs, moi. Il faudrait que je me forme. La dernière question, c'est qu'on avait évoqué ensemble, c'était sur la crise de croissance. Tu l'avais vachement bien expliqué hier. Ouais. Du coup, je te laisse la parole. Moi, j'ai été en crise de croissance par le passé et j'ai même été embauché dans une boîte, la dernière boîte que j'avais fait en alternance, qui a fermé, qui a liquidé à cause d'une crise de croissance. C'est-à-dire que c'était une boîte où il y avait des contrats et elle s'est retrouvée à court de trésorerie. Alors, la crise de croissance, généralement, pas que, mais généralement, elle peut être de deux facteurs. Il peut y avoir une crise de croissance et avec un impact sur la trésorerie, parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre, mais aussi sur la partie opérationnelle. Donc, ça peut être les processus, les systèmes et du coup, les ressources humaines. Moi, j'ai eu le cas où, en fait, j'étais dans des business où j'avais énormément d'argent qui était dehors sur la boîte de bâtiment, où on était payé à l'avancement. Il y avait tout le temps des problématiques X ou Y. Donc, on rentrait des contrats. Le chiffre d'affaires, il augmentait tout le temps de 30% chaque année et on était toujours à court de trésorerie. Du coup, quand tu es à court de trésorerie, tu es à court de recrutement parce que tu ne peux pas embaucher les personnes nécessaires. Alors, on était en fonds propres, on ne levait pas des fonds. Mais en fait, tu te retrouves où tu as des projets, tu es en augmentation constante, mais du coup, tu bouffes du cash pour générer cette croissance. En parallèle, tu as besoin de cash pour embaucher, tu n'embauches pas. Donc, en fait, tu te retrouves avec une trésorerie qui est basse. Alors oui, les banques, elles peuvent t'aider, etc. Mais à un moment donné, c'est compliqué. Tu as toujours plus en plus de boulot. Tu ne peux pas recruter. Donc, en fait, tu es à court de moyens humains. Du coup, tes process, ils se dégradent. Et en fait, à la fin, la crise de croissance, c'est que tu as rentré du boulot, tu n'arrives plus à assumer le boulot, tu n'as plus d'argent et tu fais du boulot de merde et t'exploses. Et j'ai eu ça par le passé. Et j'ai été dans une boîte, comme je t'ai dit, en alternance, où en fait, c'était pareil. Il y avait un vendeur qui rentrait des contrats. Le patron disait ouais, c'est bon. Et un jour, il dit mais attendez, là, en termes de planning par rapport aux équipes que vous avez, c'est pas possible. Non, mais rentre, t'inquiète. Et en fait, à la fin, il s'est retrouvé où il avait rentré trop. Du coup, il y avait des sujets, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des gros flux financiers où tu dois commander, tu avances des fonds, il y a les acomptes et tout, mais des fois, c'est mal filé parce que tu es sur des marchés où il y a des retenues de garantie pendant 1 an, etc. Donc, tu as pas mal de… Enfin, au début, tu dis c'est pas beaucoup de trésorerie qui est bloquée, mais à la fin de l'année, au bout d'1 an ou quoi, tu as toujours ça qui est battant et en fait, ça te crée un trou dans la trésorerie. Bref, en fait, le mec a été contraint de fermer la boîte alors même qu'il avait des contrats et alors même que depuis 3 ans, le chiffre d'affaires a augmenté, tu vois. Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément marqué et c'est un truc que j'ai fait très gaffe dans l'e-com et je pense que ceux qui savent gérer ça, notamment pendant le scaling, c'est ceux qui vont chiffrer très fort par rapport aux autres. Parce que dans l'e-com, et je pense que c'est pour ça que toi aussi tu peux faire ton beurre là-dedans, c'est qu'il y a plein de mecs qui ne savent pas compter et qui ne savent pas s'organiser. Et l'organisation, ce n'est pas seulement l'organisation des process et tout, c'est l'organisation à tous les niveaux, avec les corrélations qu'il va y avoir sur un recrutement, sur du financier, sur du stock et du scaling. Et en gros, le sujet, c'est quoi? C'est de dire, OK, demain, tu es là, et moi, je suis un fervent défenseur du self-scaling, c'est là, ça prend, et le week-end, tu es là, tu vas commencer à appuyer, tu vas passer de 1K à 8K. Ensuite, tu vas stabiliser à 8K. Le week-end d'après, tu vas passer à 20K. Et tu dis, putain, ouais, c'est trop bien. Et là, tu dis, OK, là, j'ai trouvé un produit, parce qu'au début, c'était qu'un produit, je vais pouvoir créer une marque. Donc, pour créer une marque, je vais devoir faire de la customisation, faire du stock. Mais en fait, je viens de lancer mon shop. Du coup, je suis en payote à 7 jours. Et en fait, je n'ai pas assez de réseau. Vu qu'on est dans l'e-com avec des setups LLC, etc., il n'y a pas forcément de découvert autorisé, de cartes à débit différé. Donc, les facilités de paiement, elles vont être compliquées. Vu que tu démarres, l'agent, il ne va pas forcément te faire des facilités de paiement. Donc, tu te retrouves en fait en train de scaler, tu es bloqué par ta trésorerie. Et en plus de ça, vu que tu veux bien faire les choses, c'est-à-dire que tu vas faire des samples, donc tu vas commander des échantillons, tu vas dire, OK, là, il faut que je recrute un créastrat, tu es tout seul. Et en fait, là,
tu commences à être dans une crise de croissance parce que tu scales, ouais, tu rentres de l'argent, mais en fait, tu n'as pas assez d'argent pour financer ton scaling, donc pour financer ta croissance. Tu te rajoutes plein de tâches parce que là, du coup, il faut que dans l'urgence, tu t'organises. Et en fait, tu peux être en crise de croissance. Et j'ai vu énormément de mecs, et je pense que c'est pour ça qu'il y a des mecs qui ne sont pas au niveau où ils devaient être, parce que déjà, ils ne sont pas conscients qu'ils sont en crise de croissance. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire, mais à un moment donné, ils finissent en burn-out. Et surtout, nous, le problème qu'on a, c'est que quand tu fais ça, que tu commences à faire des choses mal, tu peux être sujet à blocage sur les processeurs de paiement avec de l'argent bloqué sur Shopify, sur Meta parce que tu as mal configuré ou tu as mal analysé la vidéo, tu as lancé un truc qui va être bloqué, ton compte pub, il va sauter. Et en fait, vu que tu es au four et au moulin, tu te retrouves complètement submergé. Et là, ils vont t'appeler. En fait, c'est trop tard parce qu'ils ont tué leur business. Et vu que le scaling et la croissance, ça peut être hyper agressive et hyper exponentielle, là, je parle dans l'e-commerce, en fait, il y a beaucoup de mecs qui vont être en crise de croissance. C'est des mecs qui vont faire 500K, 1 million, ils prennent leur beurre. Ils auraient pu construire des marques de malades. Et en fait, vu qu'ils ont été dans cette crise de croissance, je ne sais même pas s'ils sont conscients d'être dans la crise de croissance. Souvent, ils ne le sont pas. Ils vont exploser. Et ça, dans l'e-com, je pense que c'est un des sujets les plus graves de plein de mecs qui auraient pu faire des marques exceptionnelles. Alors, c'est peut-être un bien grand mot, mais des belles marques. Et en fait, ils ont explosé. Ils se sont dit, OK, j'ai pris mon billet et je vais passer à autre chose juste parce qu'ils n'ont pas été conscients de ça. Ils n'ont pas pris à un moment donné du recul pour dire, OK, on va ralentir, on va poser les bases. Au pire, je vais me faire accompagner et on va structurer cette croissance, quoi. Ah, c'est clair. Il y a même des shops que moi, j'en ai vu pas mal s'effondrer, hein, clairement. Et d'ailleurs, c'est fou. Moi, je suis toujours étonnée d'à quel point les gens ne connaissent pas leurs chiffres ou leurs data, tu vois. Tout le monde est fort pour mesurer les data marketing, mais alors lorsqu'il s'agit de faire les finances, il n'y a plus personne, quoi. Alors que souvent, ils sont bien surpris, tu vois. Quand on fait le PNL, ils sont là, ah ouais, je me rendais pas compte à quel point je perdais de l'argent, à quel point il y avait un problème là, Ah ouais, à quel point dans 2 mois, j'existe plus. Shopify, ils me prennent 4,5. Ah, mais en fait, je suis sous LLC, je vends aux UK. Du coup, en fait, j'ai 2% de frais de conversion. Ah, mais en fait, j'envoie de l'argent pour top-up le compte pub. J'avais oublié, ils me prennent 3%. Et en fait, ça, plus ça, plus ça. Alors, oui, à petit niveau, c'est pas grand-chose, mais à haut niveau, moi, le bilan de la société la première année, j'ai 80 000 balles de frais de conversion de devises, quoi. C'est énorme. Alors, t'imagines? ouais, sur Shopify, parce que le service est nickel et ça crée moins que WooCommerce où tu dois tout gérer, donc on accepte de payer ça. Mais à un moment donné, il y a des optimisations à faire partout. Et quand tu es au four ou au moulin, c'est impossible. Parce que ça, surtout les chiffres, je pense que ça plaît à peu de monde, parce que même les experts comptables que je connaissais en France, à la fin, ils en avaient marre. C'est qu'en fait, à un moment donné, il faut se poser et il faut avoir 100% de sa bande passante pour pouvoir analyser déjà les chiffres, faire le constat, dire « Ah putain, là, il y a un problème. » Et ensuite, quelles sont les solutions que je vais apporter, quels sont les correctifs que je vais apporter pour corriger ça et améliorer ma marge. Et plein de fois, j'ai dit à des mecs, tu vois, nous, il y a des mecs qu'on a accompagnés où, ouais, c'est un budget, mais en fait, juste le mec, on arrive, on lui dit, OK, c'est quoi ton agent? On fait une négo avec ton agent, je te présente tel agent, on va négocier. Les mecs qui ont un certain volume, juste avec ça, en un mois, ils ont rentabilisé l'accompagnement. Comme avec toi, quand tu vas vendre tes honoraires pour la presta, juste tu vas bouger 2-3 trucs à certains niveaux, en fait, ça va rentabiliser toute la prestation. Pareil, derrière, dire, OK, nous, derrière, on peut te brancher avec tel processeur de paiement, tu peux économiser ça. Ou alors, tu es à petit niveau, là, tu es sur une société, je ne sais pas, à Hong Kong, tu vas aux États-Unis, fais une LLC, va aux États-Unis, fais le truc carré, tu vas récupérer des frais. Et en fait, c'est des choses que les gens ne sont pas conscients, mais ils vont récupérer. Passe avec telle banque, tu vas avoir du cashback. Et en fait, ça plus ça, c'est 2-3% à la fin. Sur 6 mois, des fois, ça représente des centaines de milliers d'euros. Et même à petit niveau, ça représente des sommes à 5 chiffres. Ouais, et puis ça donne la logique aussi, tu vois, de le faire après par la suite. C'est aussi le truc d'apprendre, c'est des réflexes à prendre, tu vois. Et puis tu as la next step où juste tu vas dire, OK, maintenant, où est-ce que tu vas aller? Bah, tu vas aller là, parfait, et on peut tout décoller pour savoir exactement ce que tu as besoin. Et par rapport, pour faire une petite loupe par rapport au début de l'échange, tu vois, par rapport à la délégation, c'est que quand tu as fait ce travail-là, que derrière tu vas prendre un comptable, un assistant comptable, un financial, je ne sais pas quoi, bref, en quelqu'un qui va s'occuper des finances, quand toi tu l'as fait, en fait, pareil, tu l'as fait, donc tu sais, et quand le mec, tu vas l'onboarder, tu vas dire, voilà, moi j'ai fait ça, c'est pas parfait, c'est pas mon taf, mais j'ai décelé telle problématique, j'ai corrigé comme ça. Là, j'ai décelé ça, on a fait ça. Alors, on a changé d'agent parce que les paiements de terme, ils étaient comme ça. Et en fait, vu que tu as fait ce travail, le mec, déjà, il va se dire, OK, il m'a pas juste embauché en me balançant les clés du camion et basta cosy, il est quand même impliqué, il connaît. Donc déjà, le mec, directement, il est plus responsabilisé, il va faire plus attention quand il va te faire des feedbacks ou des reports, et bien, il va faire attention parce qu'il sait que tu es consciencieux et tu es responsable aussi sur ça. Et tout ça, en fait, c'est un, comment dire, C'est un tout qui... vertueux, en fait, qui va faire que ton business, il va mieux se porter, quoi.
Carrément. Et même des fois, ça te permet de payer des gens moins cher, puisque finalement, tu auras peut-être moins besoin, tu vois, Ouais, dans leur package, parce que tu as déjà eu les connaissances de base. Donc totalement. ça aussi, c'est à ne pas négliger. Mm, Voilà. Bon, bah, totalement. trop bien, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses que tu veux rajouter de ton côté? Non, je regarde un peu ce qu'on s'était noté. S'il y a un dernier parallèle, et tu as parlé du foot, on va faire un petit dernier parallèle pour le foot, ce Allez. serait un clin d'œil aussi à Vincent. Tu m'avais posé la question, quand tu es un peu débordé, etc., comment tu gères la délégation? Et par rapport à ça, on va pas refaire un live de 5 minutes, mais euh, il faut se connaître, il faut connaître ses qualités, ses défauts, et surtout, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, ce qu'il faut éviter, c'est de se retrouver où tu es complètement débordé, explosé. Et je dis ça, moi, ça m'est arrivé aussi. Il faut être humble aussi avec soi-même, ça m'est arrivé. Et avant d'appeler à l'aide et qu'il y ait la maison qui soit brûlée, c'est juste dire, OK, là, il y a une petite étincelle et je vais m'entourer à ce moment-là, tu vois. Et pour faire un parallèle avec le foot, c'est que, tu vois, quand je vais au foot, tu avais les entraîneurs ou les assistants qui te disaient, ouais, les gars, quand vous buvez avant d'avoir soif, parce que ce qui se passe, c'est que tu cours, quand tu es complètement exténué, tu vas prendre la gourde, tu vas boire comme un trou, en fait, tu vas te remplir le ventre, et derrière, au niveau du cardio et de la condition physique, si tu veux, tu vas être moins performant. Alors que si, à chaque pause, même quand tu n'as pas soif, tu bois un peu d'eau ou quoi, tu hydrates ton corps, et en fait, tu vas jamais être complètement déshydraté, et en fait, pendant ton match, tu vas te sentir mieux et tu vas être plus performant. Et bien, dans le business, en fait, c'est pareil. Il faut faire ça, vaut mieux prévenir que guérir. Et aussi, il faut avoir l'humilité de dire, là, je ne peux pas, j'ai besoin d'aide. Et ça, il y a beaucoup d'ego, surtout dans l'e-com, parce que les gens, ils font des sommes et ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais c'est arriver à mettre son ego de côté pour faire les bons choix, parce que la finalité, en fait, c'est quoi? La finalité, c'est que ton business, il fonctionne. Si ton business, il fonctionne, tu gagnes de l'argent. Si tu gagnes de l'argent, c'est-à-dire que tu es performant et tout, et que généralement, sur le plan personnel, si tu gagnes de l'argent, tu t'es organisé, les choses vont bien se passer. Même si, bon, Carrément. il y a toujours des problématiques. Mais en tout cas, sur la partie business, je pense que c'est nécessaire. Ouais, tu réduis les risques et c'est pour ça que s'organiser au moins un petit peu, petit à petit, ça évite d'avoir un gros taf Ah, terrible à faire quand les choses ont déjà un peu trop vraiment. brûlé, comme tu dis. Et hyper important ce que tu as dit au début d'apprendre à se connaître et d'être honnête envers soi-même sur qui on est, ce qu'on est capable ou non de faire réellement, mais jusqu'au fait de est-ce que je suis capable de faire des calls ou pas, est-ce que je suis capable de faire des feedbacks en Loom ou en commentaire Asana. En fait, juste qu'est-ce que je suis capable de faire ou pas et s'engager sur des choses sur lesquelles on peut commit réellement. Complètement, ouais. Ça, il y en a trop qui pensent que, je sais pas, ils pensent que parce qu'ils prennent par exemple Sophia lundi, ils vont devenir un dirigeant parfait qui va, je sais pas, avoir tout d'organisé. Non, en fait, on changera pas qui vous êtes. Donc, soyez honnête avec ça, dites-le à vos équipes et faites en sorte d'avoir des équipes qui bypassent un peu les côtés que vous avez pas. Mais, euh, mais ça, c'est important, je pense.